Avec l'essor du tourisme, ce sont finalement, 4 siècles plus tard, les pourfendeurs du voyage qui eurent à charge de penser à contre-courant et d'avancer les raisons que l'on pourrait avoir de ne pas voyager. Autrement dit, c'est le renoncement au voyage qui finit par devenir subversif. C'est pourquoi la première phrase de Triste Tropique que Claude Lévi-Strauss fit paraître en 1955 a résonné en son temps comme un paradoxe incisif. Je hais les voyages et les explorateurs. Qui se serait attendu à une telle déclaration de haine, a fortiori en ouverture du récit des voyages d'un ethnologue? Mais ce que Lévi-Strauss haïssait, c'est en réalité cette dimension fantasmée, ce coefficient d'exotisme dans ce qu'il peut avoir de plus inauthentique. Cette espèce gang idéologique qui enserrait désormais la notion de voyage, le faisant passer pour une chose entièrement positive sous le nom d'aventure, quand il s'agissait au contraire de l'aspect le plus négatif de son métier. Ce qu'il haïssait, c'est paradoxalement le succès dont les voyages avaient fini par jouir, comme si le déplacement géographique et la rencontre de l'étranger pouvaient aller de soi. Ce qu'il haïssait, c'est peut-être finalement le fait que la pratique des voyages ait pu cesser de faire l'objet d'une réflexion critique pour devenir une forme de lieu commun anthropologique. Aujourd'hui encore, on ne compte plus les jolies formules, les citations et les devises louant le beau voyage ou la belle aventure qu'aura été telle ou telle expérience, voire une vie entière. D'objets polémiques qu'ils furent pendant plusieurs siècles, les voyages ont donc fini par devenir une pure et simple banalité. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tête en l'air, pieds sur terre. Merci Madame Fouché pour votre lecture et aujourd'hui nous allons accueillir avec nous Mathilde, Antoine, Gabriel, Rihanna, Eva, Sandre, Louise, Yael, Claire, Touli, Nour. Faut-il renoncer au voyage ? C'est la question que l'on peut se poser à travers l'essai que Juliette Maurice nous invite dans Renoncer au voyage, enquête philosophique. Dans son essai, qui est nourri de références philosophiques et littéraires, Maurice explore les paradoxes du voyage. Désir d'évasion contre peur de l'inconnu, quête d'authenticité, dans un monde mondialisé, besoin de rupture face à la recherche de stabilité. On s'attarde ici sur des figures symboliques du voyage. Dans le contexte actuel, on peut se poser de savoir si voyager est-il encore une manière d'habiter le monde ou n'est-il devenu qu'un geste vide, standardisé ? Elle ne prône pas un renoncement pur et simple, mais nous invite à repenser en profondeur notre manière de nous déplacer en envisageant peut-être un autre rapport au monde, plus enraciné, plus attentif et moins compulsif. D'un côté, il semblerait qu'il faille renoncer au voyage pour des enjeux écologiques, car c'est une source de pollution importante et que cela pose de multiples problèmes, notamment de logement pour les locaux. Par ailleurs, lorsque parcourir le monde est devenu quelque chose de commun et accessible, pouvons-nous alors encore voyager au sens de rencontrer de la nouveauté ? Lorsque nous partons quelque part, nous avons des attentes quant à ce que nous allons voir. Donc si nous n'allons pas chercher de l'inconnu, puisque nous avons vu les paysages par exemple sur Instagram, des photos, etc., qu'allons-nous chercher ? D'un autre côté, les voyages ont pour but de découvrir de nouvelles cultures, d'ouvrir notre esprit, de nous éduquer, de sortir de notre zone de confort. Et il est convenu de dire que les voyages forment la jeunesse. Mathilde, toi qui as travaillé sur la question, qu'en penses-tu ? Oui, en effet, on a travaillé sur le livre de Juliette Maurice et justement, il y avait une idée qui revenait souvent au début, c'est que le voyage avait un sens. Donc à l'origine, on voyageait dans un but de poursuivre une quête de connaissance, d'altérité, de découvrir l'autre. Mais il y a l'idée que ce sens, il s'est perdu un petit peu au profil
au fur et à mesure des voyages et qui tourne aujourd'hui vers une activité de consommation. Donc ainsi, voyager aujourd'hui, c'est participer à l'industrie du tourisme de masse. Ça se développe surtout avec des vols low cost qui démocratisent le voyage, le rendent plus accessible. Donc ça a des bons côtés, mais ça a aussi surtout des inconvénients vu que l'industrie touristique transforme ce voyage. On a aussi vu un texte de Rousseau qui, lui, concevait le voyage authentique dans un but de voir des peuples et qui l'opposait au voyage pour voir du pays, donc qui est aujourd'hui un peu le mode de voyage le plus répandu. On va voir un site pour ensuite le poster sur les réseaux, se vanter, etc. L'industrie du voyage, elle fait aussi peser un risque sur les sites qu'on va voir, puisque les zones sont surfréquentées. On peut prendre par exemple l'exemple de Venise, qui est une ville aujourd'hui qui subit plus le tourisme plutôt qu'elle n'en profite, puisque les populations locales elles fuient, elles n'ont plus les moyens de se payer des logements, donc avec notamment l'arrivée des Airbnb, etc. Il y a aussi la population qui ne va pas forcément respecter la ville, faire des dégradations, donc ça pose un problème assez conséquent. On parle d'une ville muséifiée qui est un petit peu mise en vitrine et qui perd son côté, enfin son charme. Donc on peut se poser la question, à quoi bon voyager si c'est pour voir une ville mise sous cloche et mise en scène. L'intérêt donc de la quête de connaissances et d'altérité se perd. Et on peut voir aussi un développement d'un phénomène de Disneylandisation, voire des villes qui sont créées de toutes pièces, tels des parcs d'attractions, puisque aujourd'hui plus rien n'a de réelle authenticité. Merci Mathilde pour ton intervention. Tu as évoqué chez Rousseau la distinction entre voir du pays, qui correspondrait à une manière inauthentique de voyager, et de voir des peuples qui s'y opposent. Antoine, est-ce que tu es d'accord avec ça, et que penses-tu de notre manière de voyager aujourd'hui, qui nous empêcherait de rencontrer l'inconnu, de voir des peuples? Et est-ce que tu penses que partout où nous allons, nous nous retrouvons face à nous-mêmes? Il me semble pour ma part que la distinction établie par Rousseau, que Mathilde a d'ailleurs rappelé, entre les deux types de voyages vaut toujours et peut permettre de penser nos voyages contemporains. Lorsque l'on visite des paysages, des monuments ou des lieux célèbres, nous voyageons ici pour voir du pays. C'est un voyage superficiel qui s'apparente à une forme de distraction. Mais même si je conviens que les modalités contemporaines du voyage ne nous facilitent pas les choses, le deuxième type de voyage ne me semble pas tout à fait irréalisable. Il consiste en effet à observer les hommes, leurs coutumes, leur façon de vivre, leurs valeurs. Ce que nous pouvons toujours faire aujourd'hui. Et puisqu'il nous pousse à réfléchir, à comprendre, à apprendre, ce voyage est proprement philosophique. Ainsi, le voyage nous sort de la paresse, évidemment physique, mais surtout intellectuelle. Il nous permet d'en apprendre plus sur le monde, et nous disons souvent que le voyage nous permet d'habiter le monde. En apprenant plus sur le monde, on évite un véritable repli sur soi-même. On ouvre notre esprit. Montaigne, cité par Juliette Maurice, parlait de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Par exemple, les Amérindiens vivent en harmonie avec la nature et ne distinguent pas le naturel de l'artificiel, comme nous le faisons dans notre tradition occidentale et comme nous l'apprenons en cours de philosophie. Ainsi, on constate qu'en apprenant de nouvelles cultures, nous gagnons en ouverture d'esprit. Nous regardons le monde de manière objective et non selon notre prisme, et c'est ainsi que Benjamin Disraeli écrit que le voyage apprend la tolérance. Alors oui, aujourd'hui, il peut sembler difficile de voyager de cette manière, tant tout semble organisé pour consommer plutôt que pour comprendre. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer, car il faut au moins essayer, au nom d'une certaine nécessité anthropologique, auquel cas ce serait accepter un monde de plus en plus cloisonné, dans lequel régnerait le chaos, la peur et la haine. C'est ce qu'on voyait déjà par ailleurs dans l'Antiquité, lorsque nous appelions barbares tous ceux qui vivaient au-delà de nos frontières. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Antoine et insister sur le fait de voyager réellement, avoir une vraie expérience du voyage et surtout sa propre perception de son propre voyage. Finalement, un voyage personnel. Personnel car sensoriel. En effet, bien que l'on sache tous qu'en Amazonie, il fait chaud et humide, quand on sort de l'avion, la sensation de se prendre la vraie bouffée de chaleur est indescriptible dans les livres.
Et cette sensation, on la retrouve aussi en goûtant les aliments locaux, frais et nouveaux. Le philosophe Montaigne disait déjà « Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page ». Voyager, c'est donc sortir de soi, être mis à l'épreuve, éprouver les limites de ses habitudes. Ce que ne permet pas un livre de papier, aussi riche soit-il. On peut donc en conclure qu'un vrai voyage est un voyage corporel et sensoriel avant tout, et que voyager en lisant des récits de voyage par exemple n'est qu'un bien pauvre substitut. Tout à fait, et cela correspond par ailleurs exactement à la thèse des empiristes. Pour cette école de pensée philosophique, toute connaissance provient de l'expérience sensible. Or, le voyage nous met en contact direct avec des perceptions nouvelles. Voir une ville, sentir une épice, entendre une langue étrangère, ce ne sont pas des abstractions, ce sont des impressions qui fondent nos idées. Certes, lire un livre sur une autre culture permet de s'en faire une représentation, mais voir cette culture de ses propres yeux, c'est en faire l'expérience et donc la comprendre de manière plus profonde et plus stable. Cela rejoint une idée importante par ailleurs chez Bertrand Russell dans son ouvrage Problèmes de philosophie. La connaissance du monde ne peut pas venir uniquement de ce qu'il appelle le moi, c'est-à-dire notre perspective subjective, elle doit aussi venir du non-moi, tout ce qui est extérieur, tout ce qui nous résiste. Le voyage, en exposant l'esprit à des réalités nouvelles, est un moyen direct d'accéder à ce non-moi et donc de corriger nos biais. En ce sens, voyager peut être vu comme une méthode de décentration comparable à une expérience de pensée élargie à la réalité. Alors merci Antoine et merci Gabriel. Cela s'entend et on n'imagine pas en fait qu'un monde dans lequel les peuples vivraient isolés serait un monde qui se porterait bien. Mais en fait, est-ce que ça a déjà existé Rihanna, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, en effet, cela semble difficile d'imaginer un monde où les peuples seraient isolés du monde, car depuis toujours, l'être humain est un voyageur, car les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique, et ce sont ceux qui ont commencé à migrer vers d'autres continents, à peupler le monde entier et à s'adapter à des environnements très différents. Sans ces déplacements, il n'y aurait pas cette diversité culturelle et humaine que nous connaissons aujourd'hui. Donc le voyage dans ce sens fait partie de notre identité biologique et historique. Mais on le retrouve aussi dans les cultures actuelles. Prenons l'exemple des Touaregs, ce peuple nomade du Sahara, qui pendant des siècles ont été des acteurs essentiels du commerce transsaharien, traversant le désert avec des caravanes de chameaux pour transporter le sel, de l'or et des tissus entre le nord et le sud de l'Afrique. Leur mode de vie est entièrement structuré autour du déplacement. C'est un savoir, une tradition, une manière de vivre en lien avec l'espace. Alors dans ce cas, voyager n'est pas un caprice ni une activité ponctuelle, c'est une vertu vitale, culturelle, transmissible. Donc renoncer au voyage serait renier à la fois nos racines profondes et des traditions vivantes qui donnent du sens à notre mouvement. Oui, mais se déplacer ou conquérir, est-ce que c'est vraiment voyager ? Quelqu'un qui se déplace pour le travail, par exemple, est-ce qu'il voyage ? Le terme de déplacement, en fait, il semble quelque part un peu comme on prend les mêmes et on recommence ailleurs, dans un lieu qui n'a pas d'importance autre que celui, en fait, de contenir l'activité, d'être un réceptacle de celle-ci. Et on a l'impression que les lieux et les habitants importent peu, en fait, finalement. La pulsion impérialiste, elle, semble être tout le contraire du voyage, compris comme découverte des peuples parce qu'il entend les écraser. Alors tu as tout à fait raison, Swad. Il faut distinguer voyager, se déplacer et conquérir un territoire. Ce sont des démarches différentes à buts différents. Mais on peut quand même dire qu'elles ont un point commun. Une curiosité pour l'ailleurs, pour ce qui est différent. C'est vrai que les grands explorateurs du XVe siècle étaient motivés par des intérêts économiques et politiques, l'expansion coloniale, la recherche de la richesse. Mais en même temps, certains explorateurs étaient aussi animés par une véritable curiosité de l'autre, par l'envie de découvrir. On le voit dans les récits comme celui de Jean de Léry, qui essaie de corriger les exagérations sur le cannibalisme chez les peuples autochtones. Il montre que cette pratique, bien que choquante pour le monde occidentale, avait un sens culturel et qu'elle était ponctuelle, pas un mode de vie. Ce regard nuancé témoigne d'une volonté de comprendre plutôt que de juger. C'est là que le lien avec le texte de Juliette Maurice devient intéressant.
Dans Renoncer au voyage, elle critique le voyage comme consommation, comme une fuite ou une norme sociale, mais elle ne rejette pas l'idée de partir. Elle invite à voyager autrement, avec plus de conscience et de respect. Et c'est là que l'exemple de Mathilde est très intéressant, car on peut contrer la Disneylandisation de Venise en évitant par exemple la prise des bateaux de croisière pour ne pas surcharger les ports de Venise. Alors donc finalement, que l'on voyage, qu'on se déplace ou qu'on explore, ce qui compte, c'est l'intention. Est-ce qu'on va vers l'autre pour le rencontrer ou pour se l'approprier? La vraie curiosité de l'ailleurs peut être un pont entre les cultures si elle est sincère et respectueuse. Effectivement, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi replacer la question dans son historicité. Aujourd'hui, à peu près tout est accessible dans les livres ou sur Internet. Et puis, pourquoi voyager quand ça désigne des expériences standardisées par les agences de voyage et prêtes pour la consommation? Quand on n'est plus qu'un client à qui on a vendu un produit bien normé, il n'y a plus de place pour l'authenticité, la spontanéité, ni l'exceptionnel qui ferait l'intérêt du voyage. C'est d'ailleurs la critique que fait Eva Illouz des Club Med dans son enquête sur les marchandises émotionnelles. Selon elle, afin d'optimiser la relaxation vendue comme valeur marchande, ces clubs éloignent de tout effort et de tout imprévu leurs clients en les plongeant dans une bulle confortable coupée de la vie quotidienne. Les vacanciers n'ont alors pas besoin de parler aux autochtones, de faire l'effort de changer leurs habitudes alimentaires, etc. On peut se demander si ce genre de voyage contemporain, fait de détente et de passive consommation, ne tiendrait pas plutôt du simple dépaysement que du voyage. Merci Sandre. Donc si je résume un peu ce que tu as dit, aller au Club Med ou faire un voyage clé en main, ce serait donc pas à strictement parler voyager. Louise, t'en penses quoi en fait de ça? J'aurais tendance à le penser, oui. Dans ces cas-là, le voyage peut être vu comme une fuite du quotidien dans un lieu paradisiaque, où on se tient loin de la réalité, en dehors de l'enceinte qui nous ramènerait sans doute à nos propres tracas laissés à quelques milliers de kilomètres. Dans ce cas-là, j'irais même jusqu'à dire qu'il pose un problème moral et qu'il faudrait mieux y renoncer, car c'est se bercer d'illusions, s'entretenir dans un mirage et de ce fait renoncer à une partie de sa liberté. On retrouve d'ailleurs cette idée de Sénèque qui remarque que les individus confondent souvent leur état et le lieu dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, les gens associent souvent leur mal-être à des lieux. Dans ce cas, voyager peut être une solution bien sûr, car au final, qui ne rêve pas à la rentrée de janvier d'être sur une île paradisiaque? Mais c'est une solution à court terme seulement, ou si les mots que l'on cherche à fuir sont superficiels. Au contraire, le voyage peut être une fausse bonne idée et aggraver les maux intérieurs, puisque l'individu va sûrement réaliser que peu importe où il se trouve, il se sent toujours mal. Les voyages et leur accroissement, alors même que l'on n'a jamais autant parlé de la crise climatique et de la nécessité à les réduire, pourraient être en réalité les symptômes d'une difficulté croissante à habiter le monde. Merci Louise, et merci à tous pour ces perspectives qui étaient vraiment très intéressantes. Madame Fouché, à vous des questions à poser à nos jeunes philosophes. Alors peut-être faut-il revenir sur le sens premier du verbe voyager, qui renvoie à l'idée d'un chemin. Nous cheminons, donc il y a l'idée de déplacement, mais nous cheminons pour un ailleurs et un au-delà. Et Henri Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, évoque cette route déjà tracée par la société, et il nous dit également il faudrait peut-être plus d'initiatives pour prendre à travers champs. Peut-être qu'il y a là aussi dans le fait de voyager l'expression d'une liberté. Mais à vrai dire, prenons un petit peu de recul, renoncer au voyage, ça peut être pour une raison très claire, parce qu'on n'aime pas voyager. Alors, je vous pose cette question, est-ce qu'on peut renoncer au voyage parce que tout simplement, on n'aime pas voyager? Donc Madame Fouché, vous me demandez s'il faut renoncer au voyage parce qu'on ne les aime pas. Eh bien je pense que oui. Il y a différentes façons d'arriver à une quête et de cheminer. La science par exemple est une façon d'arriver à la vérité, mais il y a aussi l'art, la religion, et donc de la même façon, en faisant une sorte d'analogie, le voyage peut servir à une quête de soi, à cheminer comme vous le dites, mais il y a d'autres façons et je ne pense pas qu'il est nécessaire de s'obliger à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire, pardon. Je pense qu'au contraire ce serait plutôt
contre-productif, puisqu'avant tout c'est une quête de soi et donc faut essayer de se découvrir dans ce qu'on aime également. Oui, mais justement, on peut ne pas du tout aimer voyager, parce qu'on va perdre ses repères. On peut avoir peur des autres, on peut avoir peur de l'inconnu, du danger. On peut avoir des problèmes pour s'orienter quand on ne manipule pas le téléphone et Maps et je ne sais quoi. Donc, cette peur du voyage, c'est une réalité chez bon nombre d'entre nous. Alors moi j'aimerais rebondir sur la référence que vous avez évoquée de Henri Bergson. Il me semble que c'est aussi dans cet ouvrage qu'il dit que l'amour de l'humanité ne va pas de soi et on pourrait envisager que le voyage c'est un devoir moral vis-à-vis de l'humanité puisque par le voyage on rencontre ce qui est différent de nous et on apprend à connaître l'humanité dans sa globalité. Et c'est quelque chose qui favorise la paix mondiale, l'ouverture d'esprit à l'autre. Donc pour aimer les voyages, il faudrait être curieux finalement. Oui, tout à fait. Et cette curiosité ne va peut-être pas de soi. S'ouvrir aux autres, ça ne va pas forcément de soi. Parce que quand on a peur des autres, c'est peut-être aussi parce qu'on a un peu peur de soi-même. Ou de ce que l'on va découvrir de soi-même. Eh bien justement dans ce cas-là, je pense que le voyage serait bénéfique. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la torture, faut pas non plus se torturer. Si on déteste ça, on n'y va pas. Mais c'est vrai que on peut se forcer par la volonté pour essayer d'aller à l'encontre de nos penchants. Et puis souvent dans le voyage, au début, on n'est pas très content. C'est comme quand on arrive dans un lieu, on se dit oh mince, j'aime pas du tout la chambre. Et puis au final, on sort du séjour et on est très content d'avoir passé nos 15 jours dans cette chambre. Et donc je pense que le voyage c'est un peu pareil, faut s'obliger. Et c'est dans le voyage qu'on fait l'apprentissage. Mais voilà, si on a déjà essayé et qu'on déteste ça, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ce qui est réalisable et ce qu'on ne peut absolument pas faire parce que c'est presque une phobie, on ne peut absolument pas voyager. On pourrait aussi envisager la question sur un plan politique, parce qu'il y a peut-être des États qui pourraient nous inciter à renoncer au voyage. Est-ce que les frontières ont toujours existé ? Est-ce que les passeports, la carte d'identité a toujours été exigée pour pouvoir quitter son pays ? N'est-ce pas là une invention politique pour maintenir les peuples chez eux plutôt que de les inciter à aller ailleurs ? Il y a des États totalitaires, par exemple, qui empêchent leurs concitoyens d'aller à l'étranger. Puisque qui dit aller ailleurs dit moyen de comparer ce qui se fait chez nous. Mais imaginez un État totalitaire qui nous empêcherait totalement de voyager parce que voyager serait immoral, ça impliquerait quand même de nous entraver une liberté que l'on pourrait considérer qu'on a tous en soi et nous maintenir dans un pays en nous interdisant de pouvoir aller voir ailleurs. Ça pourrait vraiment être vu comme quelque chose justement de bizarre au sens premier du terme et peut-être que c'est pas à l'État de nous dire si nous avons le droit de voyager ou non. Après bien sûr on peut imaginer des cadres juridiques, ne serait-ce que les frontières permettent également la sécurité également, mais voilà, je pense qu'un État ne devrait pas entièrement nous interdire de voyager. Si un État en tout cas nous interdisait de voyager, que nous resterait-il alors pour voyager autrement ? Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis Antoine, parce que tu dis qu'un État totalitaire, ce serait horrible de nous imposer, donc de nous refuser le voyage plutôt, mais pourtant ça existe. En Corée du Nord, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu partir. Je reprends l'exemple de la guerre froide avec le mur de Berlin, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu voir leur famille pendant des années. Et même aujourd'hui, avec un exemple plus actuel, les visas, maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué de venir, surtout pour les populations, par exemple, d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et donc, dans ces cas-là, voilà, comment est-ce qu'on fait pour voyager ? Parce que ça existe, on peut nous empêcher de voyager. C'est absolument vrai, mais après, ce qui est ne doit pas forcément constituer un modèle sur ce qui doit être. Tu prenais l'exemple de la Corée du Nord, je pense pas que ce soit un exemple de moralité au niveau des cadres politiques de ce pays. Mais donc, c'est pas parce qu'il y a des pays qui nous ont dans l'histoire empêchés de voyager que ça constitue quelque chose de moral pour autant. Ah, mais je dis pas que c'est un exemple ou une vertu morale, mais ça existe. Et dans ces cas-là, que font les populations si elles n'ont pas le droit de voyager ? Peut-être qu'on peut imaginer une désobéissance civile, justement, où elles pourraient justement décider de voyager, même si on leur empêche de le faire. Il y a un chemin aussi pour voyager, c'est la musique, l'art au sens large. On peut voyager par procuration dans la vie d'un autre. On peut aussi imaginer avec
avec Internet aussi, un moyen de se connecter aux autres populations. On peut même déjouer certaines sanctions ou certaines restreintes de cet Internet. On peut retrouver des bibliothèques en ligne qui passent par le jeu vidéo Minecraft ou des livres, des centaines de livres interdits dans certains pays ont été réécrits sur ce jeu vidéo pour pouvoir lire malgré les sanctions d'Internet. Alors, pour rebondir aussi sur la question que nous avait posée Madame Fouché sur les autres façons de voyager si vous n'avez vraiment pas les moyens de se déplacer physiquement. Et certes, Gabriel nous avait parlé pendant son développement du voyage au travers des livres, mais aussi les différents types d'art, donc la musique et toutes les choses qui vont dans cette famille. Mais aujourd'hui, et dans plusieurs livres dystopiques, par exemple Fahrenheit 451, nous avons pu voir des mondes où finalement les livres aussi étaient coupés de la société et qui étaient brûlés finalement pour empêcher ses habitants d'avoir quelconque imaginaire d'un monde autre que dans lequel nous vivons. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne lisent plus beaucoup, mais trouvent d'autres moyens de voyager dans un monde imaginaire à travers les livres et les séries qui sont beaucoup plus répandus. Mais on pourrait se poser la question de quelles seraient dans le monde réel les conséquences sur sur le psychique des individus si on nous coupait tous nos moyens de voyager, non seulement physique mais aussi mentalement. Merci à tous donc pour votre intervention. Il y avait pas mal de choses qui a été abordées sur le voyage. On a essayé de voir s'il était possible de voyager autrement que par le déplacement, etc. Donc je crois qu'il y avait le groupe de Nour, Touli, Claire et Yael qui ont tâché de repenser le voyage. Est-ce que Yael, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, tout à fait, Swad. On pourrait penser qu'on part en voyage parce qu'on désire un ailleurs, mais je pense que beaucoup ici en ont déjà fait l'expérience. Quand on est parti un peu de chez soi pour un petit moment, il est fréquent qu'on ait une nostalgie de sa petite routine sécurisante, son quotidien. Et à l'inverse, quand on rentre chez soi, eh bien, on a une forme aussi de nostalgie du voyage, des expériences qu'on a vécues. On est alors tiraillé par nos désirs qui sont un petit peu paradoxaux. Et ce que force est de constater que beaucoup d'entre nous, en rentrant chez soi, diraient si c'était à refaire, je le referais. Donc penser le voyage, c'est peut-être explorer la dynamique paradoxale du désir de l'ailleurs chez l'homme, qui semble toujours un peu insatisfait de sa situation. Et on pourrait même pousser la réflexion plus loin en se disant que est-ce que c'est vraiment l'ailleurs qu'on désire en lui-même et pour lui-même, ou est-ce que c'est pas désirer l'ailleurs en vue de retrouver un ici qu'on connaît déjà et qu'on voudrait redécouvrir d'un œil nouveau. Ça, c'est une idée que Juliette Maurice donc, développe dans la conclusion de son ouvrage en évoquant Tremendous Trifles de Chesterton, dans lequel il y a un personnage donc, qui habite à Londres et qui est en train de faire ses valises. Il y a son ami qui lui demande où il part et il répond qu'il part à Londres. Alors il comprend pas parce qu'il fait sa valise, donc c'est qu'il va pas forcément juste à Londres. Et donc il précise, il dit que sa destination finale est Londres, mais qu'il part en allant à Paris, à Francfort, etc. Et donc sa destination finale est Londres parce qu'il souhaite redécouvrir Londres d'un œil nouveau, puisque il n'arrive plus à regarder Londres car l'habitude, le quotidien l'empêche de prendre le temps en fait d'observer sa ville. Donc peut-être que dans le voyage, c'est ça, on cherche une manière de redécouvrir ce qu'on ne sait plus regarder et on dit souvent que voyager ça permet de changer de regard sur le monde en tant qu'ordre mondial, mais peut-être que c'est tout autant un moyen de changer de regard sur notre monde intérieur, notre quotidien, ce qui nous est personnel.
Après, est-ce qu'il faut nécessairement partir à l'autre bout du monde pour mieux redécouvrir son chez-soi? Peut-être pas. Mais en tout cas, Juliette Maurice, elle nous dit que le voyage, c'est l'espace en question. Donc peut-être que c'est ça finalement, Claire. Se demander s'il faut renoncer au voyage, c'est peut-être réfléchir à notre rapport à l'espace et au temps en général, non? En effet, Yael, tu pars sur une piste très intéressante et ça me rappelle d'ailleurs les longs trajets en voiture. Qui ne s'est jamais émerveillé du paysage aperçu par la fenêtre de la voiture? Je pense que c'est le cas pour tous nos auditeurs. Mais qui prend le temps de s'arrêter? De prendre la prochaine sortie d'autoroute pour explorer, quitte à perdre du temps, à modifier légèrement l'itinéraire. Quand on voyage, le trajet est vu comme une perte de temps. Et c'est grâce à cette vision que les compagnies aériennes qui proposent des vols commerciaux se sont développées. Elles permettent aux particuliers de pouvoir aller de plus en plus loin dans un temps record, comparé à d'autres moyens de transport comme la marche à pied, le train, le bateau. Mais depuis quand le trajet ne fait-il plus partie du voyage? Aujourd'hui, on part pour aller à un endroit, on se déplace à un endroit. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense par exemple au Titanic ou à un train comme par exemple l'Orient Express. Le trajet est une sorte de transition. On fait l'expérience de la distance par les sens, donc visuel, olfactif. C'est ce que critique Kipling dans Des voyages et des parfums suite à l'essor de l'aviation. De plus, une partie de l'essence du voyage réside dans l'effort et la fatigue. En fait, on pourrait voir le trajet comme une fin en soi pour penser une vision plus authentique du voyage. Le trajet est un moment très particulier parce qu'il est envisageable de ne rien faire. Or, lorsqu'on ne fait rien, soit on culpabilise parce qu'on a l'impression de perdre son temps, soit les autres autour de nous nous le rappellent. Je pense par exemple notamment dans le train, où lorsqu'on se laisse aller à la contemplation du paysage, celle-ci sera sans doute parasitée par quelqu'un à côté de nous qui sera en train de tirer profit du trajet en révisant ses cours ou alors en travaillant sur son ordinateur. D'ailleurs, nous cherchons par nous-mêmes à mettre à profit notre temps. C'est ce que souligne l'expression « être productif ». Et c'est au final une injonction à l'efficacité. Sans oublier que la productivité d'un employé est très valorisée et ne rien faire revient à ne pas produire, à ne pas créer de richesse. Pourtant, ce modèle semble oublier que le temps est une pause nécessaire pour la quantité de travail. Ralentir, ne rien faire le temps d'un trajet serait alors l'occasion de s'adonner à la contemplation, à la rêverie ou encore à la réflexion. C'est ce qu'une organisation de type capitaliste qui valorise le rendement et l'accumulation empêche. Et je finirai par dire, comme le fait remarquer Juliette Maurice à la suite de Françoise Sagan, je cite, « Le temps du transport est à la fois un temps subi, une contrainte et une parenthèse hors du temps, un intervalle où il est encore socialement acceptable de ne rien faire, de s'ennuyer, de méditer, ou au contraire de ne plus penser à rien. » Fin de la citation. Malgré cela, la recherche de la vitesse et de l'économie du temps se poursuit, notamment avec l'Hyperloop, qui est toujours en état de projet, qui revient à défier nos moyens de transport actuels puisqu'il pourrait atteindre 600 à 700 km/h selon les entreprises qui le développent. Merci Claire, tu nous mets en place beaucoup de choses très intéressantes et je vois que Touli, tu as des choses à rajouter, je t'en prie. Oui, je voudrais rajouter que le voyage est aussi devenu un objectif en lui-même. L'individu cherche davantage à collectionner les pays, celui qui en aurait fait le plus serait le plus chanceux, le plus intéressant, qu'à découvrir réellement son monde, son environnement par le voyage. Et cela s'illustre particulièrement bien avec les cartes à gratter. Vous savez, ce sont ces cartes qui se sont développées ces dernières années. Elles constituent un fond entièrement noir et lorsqu'on gratte la surface, la couche noire se réduit en poussière pour laisser place à un pays en couleur. Et le but étant bien évidemment qu'à la fin, toute la carte soit colorée. Vous en avez sans doute chez vous, ou alors sous une forme plus dématérialisée, vous vous êtes probablement déjà fixé l'objectif de faire le plus de pays possible. C'est ainsi comme une course qui s'engage entre les individus à celui qui aurait fait le plus de voyages à la fin de sa vie. Mais on peut se demander si c'est vraiment cela, voyager. Certes, on aura gratté plein de cases sur notre carte, mais aura-t-on vraiment voyagé pour autant? Suffit-il de poser un pied sur un territoire pour dire qu'on a vu du pays comme des peuples? La découverte de la culture, de la population, des habitudes locales fait partie intégrante du voyage. On se rend alors compte que l'on est passé du qualitatif au quantitatif. Faire des voyages apparaît plus comme une to-do list qu'une découverte à proprement parler.
Et cela s'illustre encore une fois par la pratique du Club Med, pour faire écho à ce qu'a dit Sandre. Ces centres qui se sont développés depuis les années 50 et qui proposent aux touristes un all-inclusive. Ils sont de ce fait très attractifs car ils permettent aux voyageurs de ne s'occuper de rien à part d'un chèque au départ et de vivre dans le confort occidental dans un pays pourtant bien différent des pratiques du Nord. Or, c'est bien ça le problème, puisque les touristes finissent par ne pas sortir de leur Club Med. Cela se comprend, on y retrouve piscine, spa, buffet à volonté. Mais du coup, les touristes ne découvrent finalement rien du pays, puisqu'il suffirait de mettre un pied en dehors de l'établissement pour voir l'étonnant contraste entre le all-inclusive et la réalité du pays. Ainsi, au lieu de réellement découvrir une culture étrangère comme le voudrait un voyage, l'individu redécouvre sa culture occidentale, mais dans un autre territoire. Merci Touli, c'était très intéressant, surtout la carte à gratter, je connaissais pas. Nour, je t'en prie, je pense que tu as des choses pour conclure à nous dire. Oui, après avoir exploré les dimensions du voyage, on pourrait se demander s'il faudrait partir pour mieux revenir. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont le voyage peut être une occasion de redécouvrir notre propre pays. C'est aussi une idée qui résonne profondément dans notre époque où le voyage devient souvent une quête de soi et de sens. En effet, il est fascinant de constater comment un voyage à l'étranger peut bouleverser notre perception de notre propre pays. On se rend parfois compte de la richesse de ces aspects, méconnus de notre propre environnement. C'est comme si on s'éloignait ou comme si on apprenait à voir notre pays avec un regard neuf, à redécouvrir ses beautés et ses cultures. Ainsi, partir pour mieux revenir devient une invitation à explorer le monde tout en gardant en tête que chaque voyage est aussi une manière de se reconnecter à soi-même et à ses racines. Merci Nour. Et Madame Fouché, avez-vous quelque chose à ajouter avant de conclure notre podcast ? Alors, faut-il renoncer au voyage ? La réponse ne va pas de soi. Le voyage n'est pas condamnable en soi. C'est peut-être la manière dont nous l'envisageons ou dont nous pratiquons le voyage qui peut être problématique. Finalement, il dépend peut-être de nous, qu'il soit aliénant ou libérateur, futile ou formateur. Alors peut-être faut-il apprendre à voyager éthique, avec des principes et des valeurs, mais sans faire perdre au voyage sa saveur d'imprévu, de risque, de liberté. Voyager peut-être avec sa conscience morale aussi, ne pas l'oublier celle-là dans son sac. Alors repenser son rapport au voyage plutôt que de renoncer au voyage, voyager de façon responsable. Comment ? Eh bien peut-être en modifiant son rapport au temps, accepter que les moyens de transport soient plus longs. Il y a un petit train qui fait Paimpol-Pontrieux à 30 km/h, un temps d'un siècle précédent qui peut nous faire redécouvrir la découverte du paysage à 30 à l'heure. Ça serait intéressant, modifier son rapport au temps, mais aussi modifier son rapport à l'espace. Donc voyager à pied, voyager à vélo, voyager à cheval, à trottinette. Modifier aussi son rapport aux autres, avec humilité, ouverture d'esprit, essayer d'être toujours dans la pleine conscience de ce que l'on fait, être dans le respect, la tolérance, l'écoute, la discrétion, la gratitude aussi pour l'accueil de ces personnes qui nous reçoivent chez elles, être capable de s'adapter au mode de vie des autres, apprendre la langue des autres, les cultures, les pratiques des autres. Ne pas voyager dans sa bulle finalement, ne pas faire du voyage non plus un marqueur social, parce que peut-être qu'on pourrait penser qu'il n'y a que les riches qui peuvent voyager, donc ne pas faire de ce voyage un marqueur social, en donnant l'impression qu'on est aisé et provoquer alors un sentiment d'injustice, pourquoi eux ils voyagent et pas moi, savoir voyager avec discrétion pour ne pas provoquer du ressentiment chez les autres. Vous l'aurez compris vous-même aussi, peut-être privilégier le qualitatif ou quantitatif, voyager moins souvent. Mais en voyageant moins souvent, le voyage que vous avez prévu cette fois-ci, celui-là, il sera très dense. Pas forcément besoin de 8 jours, mais en 2-3 jours, on peut avoir un voyage extrêmement dense et instructif. Privilégier peut-être aussi le tourisme solidaire ou le tourisme participatif, puisque nous avons critiqué le tourisme de consommation. Un tourisme solidaire et puis n'oublions pas non plus qu'il s'agit aussi de privilégier l'esprit cosmopolite. Revoyez peut-être le sens du cosmopolitisme par rapport à cela. Alors, voyager, oui, parce que voyager, c'est s'éduquer soi-même. C'est renforcer son lien avec les autres,
c'est s'enraciner. Comme vous l'avez dit superbement, c'est habiter le monde. Donc, faut-il renoncer au voyage? Non, mais peut-être repenser le mode de voyager en toute conscience et liberté. Merci à tous pour ce podcast. Et je pense aussi que c'était le but de Juliette Maurice, à travers son essai, de nous faire un voyage intellectuel justement sur cette notion-là, de travailler ensemble, d'échanger, pour voir le point de vue de chacun sur celle-ci. Et j'espère que les auditeurs ont aimé partager ce moment avec nous. Et j'espère à une prochaine. Merci à tous. Et merci de m'avoir invitée. Voyage, voyage.